1896, dans la pénombre d'une tombe oubliée, un archéologue fait une découverte qui bouleversera l'histoire. Un papyrus, vieux de plus de 3000 ans, contient des mots saisissants. Le fleuve est devenu sang, le bétail gémit, partout la désolation. Des phrases qui résonnent étrangement avec les célèbres 10 plaies décrites dans l'Exode biblique. Pendant des siècles, cette histoire a été considérée comme un simple mythe, une légende destinée à unifier un peuple. Mais que se passerait-il si cette légende était vraie? Sous les sables brûlants d'Égypte, dans les profondeurs oubliées du Sinaï, de mystérieux indices émergent. Est-il possible que des centaines de milliers d'esclaves aient réellement défié l'empire le plus puissant du monde antique, que la mer se soit ouverte devant eux, et que des traces de leur incroyable périple existent toujours, dissimulées depuis des millénaires? Aujourd'hui, nous suivons les indices des archéologues, certains soigneusement cachés, pour révéler l'une des plus grandes énigmes de l'histoire humaine. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'Exode. La lamentation des hiéroglyphes. Sous la lumière tamisée du musée de Leyde aux Pays-Bas, repose un document longtemps ignoré, le papyrus Ipuwer. Acquis discrètement en 1828, ces 17 fragments couverts de hiératiques ne révélèrent leur véritable mystère qu'en 1909, lorsque l'égyptologue Alan Gardiner acheva enfin sa traduction complète. Dès lors, une vérité dérangeante émergea, si troublante que certains chercheurs refusèrent même d'en divulguer les détails. Les paroles du papyrus semblent défier la logique historique. Le fleuve est devenu sang, les hommes ont soif partout. Le grain a péri sur tous les chemins. Le pays est plongé dans l'obscurité. Le cri retentit dans tout le pays. Les enfants des nobles sont jetés contre les murs. Ces descriptions stupéfiantes correspondent avec une précision inquiétante aux 10 plaies relatées dans le livre biblique de l'Exode. Simple coïncidence ou témoignage d'une catastrophe réelle, oubliée par l'histoire officielle? Encore plus intrigant, le destin du papyrus après sa découverte est marqué par des silences et des disparitions mystérieuses. François-Joseph Chabas, pionnier dans son étude en 1864, nota dans ses carnets personnels: ce document pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire égyptienne. Mais après sa mort, ces notes disparurent mystérieusement. En 1966, le professeur Hans Gödicke tenta de dater précisément le papyrus au règne d'Amenhotep III, période concordant étrangement avec l'époque supposée de l'Exode. Pourtant, son travail fut accueilli par un silence académique troublant. Que cherche-t-on à cacher? La réponse émergea d'un autre domaine scientifique. En 2003, le géologue Dr Augusto Magini identifia les traces d'une catastrophe sans précédent, l'éruption volcanique de Santorin, vers 1500 avant Jésus-Christ. Une explosion 100 fois plus puissante que celle de Pompéi, capable de teinter le Nil en rouge, déclenchant une série d'événements cataclysmiques détaillés dans le papyrus. Mais ce n'était que le début. En 2018, des rapports classifiés de l'Institut de vulcanologie de Naples révélèrent les effets dévastateurs de cette éruption. Les carottes de sédiments du delta du Nil, analysées par la Dr Nadine Mueller, contiennent une couche de cendres correspondant précisément à cette époque, accompagnée d'une prolifération massive d'insectes et de spores fongiques. Le volcanologue Charles Pellegrino alla encore plus loin, évoquant des brouillards toxiques capables d'obscurcir le ciel durant des jours et des toxines hallucinogènes pouvant expliquer les visions terrifiantes des Égyptiens. Plus perturbant encore, en 2015, des analyses microbiologiques révélèrent une toxine mortelle ayant frappé sélectivement les premiers-nés mâles égyptiens, précisément la 10e plaie biblique. Enfin, en 2010, un fragment de stèle découvert à Tel el-Daba révéla une inscription glaçante. Le jour où Ra ne s'est pas levé, et où les cris ont empli le palais, car les fils des nobles ont rejoint Osiris en une seule nuit. Une preuve officielle égyptienne des plaies bibliques? Une analyse au radiocarbone en 2021 le data précisément à la période de l'Exode.
Le papyrus Ipuwer conclut énigmatiquement par l'évocation d'étrangers emportant les richesses de l'Égypte. Une référence directe aux Hébreux de l'Exode. Et qu'en est-il de ce mystérieux fragment mentionné par l'archéologue Adam Zertal, évoquant ceux qui ont suivi la colonne de fumée vers le désert? Pour percer le secret ultime de l'Exode, nous devons maintenant localiser Pi-Ramsès, la ville biblique bâtie par des esclaves. Une quête archéologique où chaque découverte semble systématiquement minimisée ou dissimulée. Quels autres secrets l'Égypte antique garde-t-elle enfouis sous ses sables? Les briques de la discorde. Selon la Bible, les Hébreux auraient construit pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et Pi-Ramsès. Pendant des générations, les historiens ont douté de ce récit, arguant qu'aucune preuve archéologique ne venait le confirmer. Mais en 1966, cette certitude allait être radicalement remise en question. Dans un champ boueux près du village de Cantyr, au cœur du delta du Nil, l'archéologue autrichien Manfred Bietak découvre les fondations d'une ville monumentale. Une métropole gigantesque, s'étendant sur plus de 6 km², surgit des profondeurs de la terre, datant précisément de l'époque de Ramsès II. Une cité parfaitement organisée, explique le docteur Sarah Parcak de l'Université d'Alabama, avec ses quartiers administratifs, ses temples et ses zones résidentielles, exactement comme la Pi-Ramsès décrite dans les textes bibliques. Mais la véritable surprise attend sous ces ruines impressionnantes. En 1987, Edgar Pusch met au jour des quartiers bâtis selon un style architectural radicalement différent des constructions égyptiennes habituelles. Ces maisons typiquement levantines, organisées autour d'une cour centrale, témoignent clairement d'une présence étrangère, vraisemblablement hébraïque, intégrée comme main-d'œuvre dès les débuts de la cité. En 1998, Patrice Pommet découvre des murs construits en briques d'argile mélangées à de la paille, une technique spécifique décrite précisément dans le livre de l'Exode. Des analyses microscopiques en 2003 confirment que la paille utilisée était récoltée prématurément, corroborant ainsi l'histoire biblique selon laquelle Pharaon imposait des conditions draconiennes aux esclaves hébreux. Encore plus intrigante, les fouilles d'un secteur résidentiel en 2010 révèlent une séparation claire entre habitants égyptiens et étrangers, marquée par un périmètre rituel comparable à l'éruvé juif moderne, une délimitation symbolique utilisée par certaines communautés juives pour permettre des activités normalement interdites pendant le Shabbat. L'absence totale d'ossements de porc dans ce quartier révèle également une pratique religieuse distincte, unique dans toute la région. Des analyses ADN de 2017 sur des restes humains de ces quartiers montrent des marqueurs levantins, mais l'étude est brutalement interrompue et les échantillons confisqués par les autorités égyptiennes, soulevant de nombreuses questions. En 2015, une équipe de géophysiciens découvre au fond de l'ancien lit du Nil les restes d'un monument gigantesque, délibérément démoli. Une inscription étonnante sur ces fragments mentionne explicitement une grande défaite infligée par un dieu inconnu. Datés précisément de l'époque biblique de l'Exode, ces vestiges couverts de dorures, réservés normalement aux plus prestigieuses victoires égyptiennes, suggèrent une tentative officielle d'effacer un épisode humiliant de l'histoire. L'archéologue David Rohl avance une hypothèse explosive. Ce monument pourrait être un témoignage de propagande ultérieure, détruit pour effacer une catastrophe nationale. Ces révélations nous confrontent à une évidence troublante. Si les Égyptiens ont systématiquement tenté d'effacer toute trace d'un exode massif, pourrait-on encore retracer aujourd'hui le véritable chemin emprunté par les Hébreux? Une piste archéologique cachée pourrait-elle mener à une découverte historique majeure dans une région sous haute surveillance, inexplorée par les chercheurs occidentaux? La vérité pourrait bien se trouver là où nul ne s'y attend. La route interdite.
Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont passé au peigne fin la péninsule du Sinaï, scrutant dunes et ravins à la recherche des traces d'un peuple en fuite. Pourtant, après des décennies d'exploration intensive, rien n'a émergé, ni poterie, ni campement, ni vestiges humains. Un vide dérangeant qui, pour certains spécialistes comme le professeur William Dever, représentait une preuve irréfutable que l'exode biblique n'était qu'un mythe. Cependant, en 1984, une découverte fortuite allait tout remettre en question. Depuis son avion survolant les déserts d'Arabie Saoudite, James Hoffman, un géologue à la retraite, repère une étrange ligne droite comme une ancienne cicatrice traversant le paysage désertique. Intrigué, Hoffman explore sur place ce mystérieux tracé et découvre une route ancienne, pavée, enfouie partiellement sous le sable, trop ancienne pour être moderne et trop structurée pour être naturelle. Cette route énigmatique semblait débuter précisément au golfe d'Aqaba, point stratégique d'une hypothétique traversée des Hébreux, se dirigeant vers le cœur de l'actuelle Arabie Saoudite. Malgré ses tentatives d'en informer les institutions académiques, Hoffman ne reçoit aucune réponse. Plus intriguant encore, lorsqu'il tente de retourner sur les lieux quelques mois plus tard, il découvre la zone clôturée, désormais déclarée zone militaire restreinte par les autorités saoudiennes. En 1988, le chercheur indépendant Larry Williams propose une hypothèse audacieuse. Et si la véritable route de l'Exode passait non par le Sinaï traditionnel, mais par l'Arabie? Rapidement rejetée par la communauté scientifique, cette idée refait surface lorsqu'en 1992, des images satellites classifiées dévoilent une série de structures mystérieuses dans cette région reculée. Ces formations rappellent étrangement des autels primitifs utilisés par les Hébreux. En poussant l'analyse plus loin, le géographe Glenn Fritz identifie un tracé rituel précis menant au sommet du Jabal al-Lawz, une montagne isolée dont le sommet est inexplicablement noirci, comme s'il avait subi une intense chaleur localisée. Cette observation rappelle étrangement le récit biblique du mont Sinaï. En 2002, les explorateurs Bob Cornuke et Larry Williams se rendent clandestinement sur place et découvrent, avant leur arrestation, un immense rocher fendu présentant des traces évidentes d'érosion hydrique, ainsi que des pétroglyphes représentant un taureau ou un veau à cornes, évoquant le célèbre épisode biblique du veau d'or. Curieusement, depuis cette époque, toute la région est devenue inaccessible, placée sous haute surveillance par les autorités saoudiennes. Selon le docteur Miles Jones, archéologue biblique, une telle protection intense d'une zone supposément dépourvue d'importance historique ou religieuse ne peut s'expliquer qu'en présence de découvertes potentiellement révolutionnaires. En 2018, des images infrarouges capturées secrètement par drone révèlent sous la surface des structures rituelles dont les dimensions correspondent exactement à celles du tabernacle décrit dans l'Exode. De plus, des inscriptions anciennes le long de cette route interdite semblent mentionner Yahweh et le peuple de l'Alliance. Ces éléments s'ajoutent aux analyses récentes de sol indiquant le passage massif d'individus et de bétail à une période correspondant précisément à l'Exode biblique. Aujourd'hui, alors que l'Arabie Saoudite prépare l'ouverture contrôlée de certains sites historiques dans le cadre de son projet touristique Neom, le mystère s'épaissit davantage. Pourquoi refuser systématiquement l'accès au Jabal al-Lawz alors même qu'il est décrit dans les documents officiels comme un site d'importance spirituelle transcendante? Mais la plus grande énigme pourrait bien être sous-marine. Si les Hébreux ont emprunté cette route interdite, ils ont dû traverser le golfe d'Aqaba, une étendue d'eau profonde de près de 2 kilomètres à certains endroits. La clé de ce mystère pourrait résider dans une anomalie géologique extraordinaire sous la mer. Peut-être la preuve ultime d'un des plus grands miracles de l'Exode, la séparation des eaux. Le passage impossible. Le golfe d'Aqaba s'étend tel une profonde entaille entre la péninsule du Sinaï et l'Arabie Saoudite,
atteignant des profondeurs vertigineuses allant jusqu'à 1800 mètres. Cette immense barrière aquatique a longtemps semblé infranchissable pour un peuple ancien se déplaçant à pied avec ses troupeaux. Comment imaginer des centaines de milliers d'Hébreux traversant cette fosse marine sans aucun bateau? Pendant des décennies, cette impossibilité apparente a constitué un argument décisif contre l'idée même d'un exode traversant cette région. Tout change en 1978, lorsqu'une mission océanographique américaine menée par le sous-marin DS Alvin révèle une découverte fascinante dans les profondeurs du golfe d'Aqaba. Le docteur Stephen Wingate, chef de l'expédition, rapporte dans un mémorandum longtemps classifié: « Nous avons observé une structure géologique unique, semblable à un pont naturel sous-marin reliant les deux rives du golfe. » Ce seuil de Nuweiba, du nom de la plage égyptienne adjacente, est étonnamment peu profond comparé aux alentours. À environ 100 mètres sous la surface, il contraste radicalement avec les fosses profondes voisines. Plus surprenant encore, cette structure relie précisément deux points côtiers idéaux pour permettre l'arrivée et le départ d'une grande population, une plage douce à Nuweiba et une côte similaire à Al-Bad, en Arabie Saoudite. En 1988, une étude révolutionnaire du professeur Walter Pittman, publiée dans le Journal of Geophysical Research, propose qu'un vent d'est soutenu pourrait abaisser significativement les eaux au-dessus de ce seuil, créant temporairement un passage praticable encadré par des murs d'eau. Curieusement, le récit biblique décrit précisément un tel phénomène, un fort vent d'est soufflant toute la nuit. Mais c'est en 1993 que l'affaire prend une tournure spectaculaire. Une équipe dirigée par le docteur Nart Müller obtient brièvement l'autorisation d'explorer le fond marin autour du seuil. Ils découvrent alors des objets métalliques éparpillés, semblant correspondre à des restes de chars antiques, recouverts de corail et partiellement enfouis. Une expertise préliminaire confirme que ces objets datent de l'âge du bronze et comportent même des traces d'or, évoquant les chars d'élite égyptiens mentionnés dans l'Exode. D'autres études, menées discrètement au début des années 2000, révèlent des anomalies magnétiques alignées parfaitement le long du seuil, suggérant une dispersion d'objets métalliques anciens sous les sédiments marins. En 2010, des images haute résolution prises par des robots sous-marins révèlent même des structures géométriques ressemblant fortement aux roues caractéristiques des chars égyptiens. Plus étonnant encore, sur chacune des deux rives du seuil, des colonnes antiques portant des inscriptions proto-sinaïtiques semblent marquer symboliquement le lieu d'une traversée miraculeuse. Ces découvertes, malgré leur caractère extraordinaire, restent largement ignorées ou censurées par la communauté scientifique officielle, les autorisations de recherche étant systématiquement refusées par les autorités régionales sous prétexte de sécurité nationale. Finalement, une analyse récente par des chercheurs de l'Université de Miami en 2019 conclut que, dans des conditions météorologiques extrêmes mais plausibles, le seuil de Nuweiba constituerait précisément le lieu idéal pour une séparation temporaire des eaux. Si les Hébreux ont véritablement emprunté ce passage sous-marin exceptionnel, ils auraient laissé derrière eux des preuves archéologiques indiscutables de leur passage. Ces preuves existent-elles réellement? Et si oui, ont-elles été volontairement dissimulées pour préserver une vérité historique trop dérangeante? L'énigme résolue, si l'exode biblique s'est véritablement déroulé, si des centaines de milliers d'Hébreux ont quitté l'Égypte pour errer dans le désert, des traces indéniables devraient subsister. Pourtant, l'absence apparente de preuves solides a longtemps nourri le scepticisme des archéologues. Mais que se passerait-il si ces preuves existaient déjà, simplement cachées sous les sables ou ignorées par la science officielle? En 2005, une découverte méconnue vient bouleverser ce débat. Le professeur Emmanuel Anati et son équipe internationale mettent au jour dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite plus de 1400 sites présentant des inscriptions proto-sinaïtiques,
et des pétroglyphes clairement liés à la culture hébraïque ancienne. Ces sites dessinent une route claire partant de la frontière égyptienne et menant directement au mont Jabal al-Lawz. En parallèle, en 2007, des géologues saoudiens observent une étonnante formation rocheuse, semblable aux rochers d'Horeb mentionnés dans la Bible, présentant des marques d'érosion hydrique alors que la région est désertique depuis des millénaires. Ces marques suggèrent un écoulement soudain et massif d'eau, jaillissant de la roche elle-même. Mais la découverte la plus frappante intervient en 2014. Une cartographie réalisée grâce à la technologie LIDAR révèle dans une vallée proche du Jabal al-Lawz un complexe dont la configuration rappelle exactement le campement israélite décrit dans le livre biblique des Nombres. La disposition centrale correspond précisément aux dimensions du tabernacle biblique, entouré de 12 zones périphériques évoquant les campements des 12 tribus d'Israël. Des analyses complémentaires en 2019 confirment la présence dans cette région de pollen de plantes originaires d'Égypte et de Canaan, suggérant une migration humaine traversant cette zone vers 1450 à 1400 avant Jésus-Christ. À cette même période, une étude génétique menée par le docteur Eran Elaïk révèle des liens génétiques significatifs entre des populations anciennes d'Égypte, d'Arabie et d'Israël, compatibles avec le récit biblique d'une population mixte migrant depuis l'Égypte vers Canaan. En 2021, des fouilles à Khirbet el-Mastara, en Israël, dévoilent un site d'occupation temporaire exactement à l'époque biblique de l'entrée des Israélites en terre de Canaan. La poterie retrouvée montre un mélange unique d'influences égyptiennes et de nouvelles techniques locales, sans aucune trace de consommation de porc, typique des pratiques alimentaires israélites anciennes. Enfin, une réanalyse en 2018 de la stèle de Merneptah, le plus ancien document égyptien mentionnant Israël, révèle des indices subtils suggérant que les Égyptiens percevaient Israël comme un peuple récemment constitué, probablement issu d'un groupe d'anciens esclaves fugitifs. Malgré l'accumulation spectaculaire de ces preuves issues de différentes disciplines scientifiques, la communauté académique traditionnelle reste largement sceptique ou silencieuse. Pourquoi cette résistance persistante ? Est-elle due à des préjugés idéologiques ou simplement à la difficulté d'accepter une vérité historique longtemps considérée comme mythologique ? Peut-être approchons-nous du moment où ces preuves accumulées deviendront impossibles à ignorer, révélant enfin au monde que l'histoire de l'Exode, loin d'être une simple légende, pourrait bien être ancrée profondément dans la réalité historique.